Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle édition de 9 de 1 Partez. C'est l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. C'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive de notre territoire. Et comme vous le savez, notre territoire est actif en matière de sport. Et pour cette nouvelle émission, j'aurai le plaisir de co-animer avec mon cher Driss. Salut Driss, comment vas-tu ? Ça va super. Bon, génial. Gros programme encore aujourd'hui, donc ravi d'être là. Ouais, effectivement, un programme qui promet. Pourquoi ? Parce que nous avons la chance d'avoir notre marraine de l'émission. Bonsoir. Où nous avons notre chère Aurélie Joly. Bonsoir Aurélie. Bonsoir à tous. Et nous sommes forcément ravis. Il y aura également une deuxième partie autour des 10 km d'Aix-les-Bains. Là aussi, un événement incontournable sur le bassin aixois qui arrive à grands pas. Donc effectivement, une émission qui promet à nouveau d'être variée, une émission qui permet à nouveau de mettre en avant aussi nos athlètes, mais aussi notre marraine, qui nous remercions une nouvelle fois en tout cas d'être présente à nos côtés et qui nous fait vraiment plaisir. Voilà. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de participer à l'émission ce soir. Merci en tout cas à nouveau Aurélie. Et puis effectivement, une une dernière partie vers 18h45 où là, nous allons aborder avec toi, Driss, les chroniques. Exactement. Et les résultats de nombreux de nos clubs sportifs avec pas très joyeux pour le coup, mais on les décortiquera quand même. Oui, je pense que ça sera tout de même intéressant. Avec des résultats mitigés sur nos clubs au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Exact. Les amis, désormais, nous allons commencer cette première partie d'émission, comme je le disais, avec une personne exceptionnelle. C'est notre marraine de l'émission, mais c'est surtout une personne exceptionnelle tant par sa personnalité que par son palmarès sportif. Je parle bien évidemment d'Aurélie Joly, avec un certain palmarès en gym aérobique. C'est que dire d'autre. Je peux rien pouvoir rajouter là-dessus. Je pense que l'intro est merveilleuse, lumineuse. donc voilà, en tout cas avec vraiment un palmarès, grandiose. Donc merci infiniment d'être présent ici à nos côtés sur le plateau de Radio Grand Lac, un plateau que tu connais forcément bien. Oui. Et puis avec des titres certains. Qui t'ont marqué plus que d'autres. Qui commencent à dater. Quand on commence mais d'autres récents aussi. Oui. Alors, gymnastique aérobique, donc c'est ma carrière qui s'est mis fin en 2016. Et là, tous les titres que j'ajoute maintenant, c'est en aérobique sportive. Donc pour les gens, ça c'est la même discipline. Non, c'est deux fédérations réellement distinctes. Donc entre la gymnastique et l'aérobique sportive. Génial. Effectivement, je pense qu'on va pouvoir développer sur le sujet, puisque je pense que ça parle à pas beaucoup de monde finalement, malgré que ça soit un sport effectivement qui commence à prendre de l'ampleur, et ce déjà depuis de nombreuses années. Parle-nous peut-être déjà. Moi, j'aimerais revenir sur l'une de tes dernières médailles. C'était à Prague et c'était il y a pas si longtemps. Raconte-nous. Oui. Un championnat du monde, donc en aérobique sportif cette fois-ci. Je me suis présentée donc à l'âge de 42 ans sur la catégorie master. Donc la catégorie master, comme son nom l'indique, c'est les plus âgés. On est obligé d'avoir 30 ans et plus de 30 ans pour pouvoir participer à cette catégorie. Comment vous dire que mes concurrentes avaient toutes 10 ans moins que moi. Donc, et peu importe, parce que quand on est dans une catégorie vétéran ou master, en fait, peu importe l'âge à partir d'un certain moment, juste le fait de passer devant public, devant spectateurs, devant juges, c'est déjà incroyable. Avec tout ce qui comporte sur l'entraînement, sur la préparation, qui est chaotique. Quand on a un métier, quand on a une famille, quand la vie se fait, on n'a pas forcément le temps de se trouver des créneaux pour s'entraîner. Donc déjà d'être présente et de se présenter devant le jury, c'était déjà énorme. C'est énorme. C'était déjà le challenge était quasiment fait. Oui. Restait plus qu'à confirmer, transformer l'essai en quelque sorte. Oui. Et c'est chose que tu as su faire avec brio. Alors c'était très difficile malgré toute l'expérience que j'ai.
devant podium juste avant de monter sur le stage, quoi, sur le parquet où on se présente. La montée d'adrénaline, le stress qui monte, on se met une pression pas possible alors qu'on sait faire. On sait faire, on se connaît très très bien, mais voilà, on veut pas louper, on veut pas être ridicule, et c'est vrai qu'on se met une pression énorme, et les bras qui flanchent, les jambes toutes, voilà, c'était incroyable, et le moment où la musique s'arrête juste à la fin, c'est vrai il y a un soulagement, ça y est, c'est fait. C'est aussi pour toutes ces sensations que vous faites ce sport à haut niveau. Ah bah oui. Ces moments-là qui sont assez stressants, avec un corps qui réagit différemment qu'à l'entraînement, par exemple. Le maître mot, c'était vraiment me sentir vivante. C'était ne pas m'oublier, parce qu'on fait toujours les choses pour quelqu'un d'autre que soi. Je travaille pour avoir de l'argent, mais pour mon patron, je fais les choses à la maison pour mon mari et pour mes enfants, mais il fallait que je trouve quelque chose pour moi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu fais les choses pour toi et que tu te retrouves au championnat du monde seul face à toi-même, du coup, c'était un peu stressant, mais voilà, j'ai sentir le cœur battant dans son corps, le corps qui défaille un petit peu, voilà, on fait ça pour ça. Oui, effectivement, je pense que c'est pas simple de se retrouver sur scène, je dirais, effectivement, et de se dire, ben voilà, j'ai tant de temps finalement. À moi de jouer. Voilà, moi de jouer finalement et de réussir, effectivement. Je pense comme tout sportif, pas seulement dans les sports où il faut se présenter à un public et où il y a un jury humain. Je veux dire, quand on a fait toute une préparation plus ou moins longue et on se retrouve le jour J. Alors il y a les jeunes pousses qui sont attaqués juste devant la ligne de départ, et il y a les plus anciens qui se disent mais qu'est-ce que je suis allé encore me mettre une charge aussi énorme, et puis en fait on est fier, que ça rate ou que ça fonctionne. Voilà, bien sûr, quoi qu'il en soit, le parcours il est juste énorme, et voilà, après effectivement c'est de finaliser en beauté, mais effectivement il y a énormément d'étapes en amont. Avant cela, j'aimerais peut-être qu'on reparle un petit peu de ton ADN, de comment finalement tu as démarré cette discipline. Il y a déjà quelques années désormais. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de te lancer dans cette aventure ? C'est tout un processus. J'ai démarré déjà la gym aux agrès de manière un peu par hasard, car la petite histoire, c'est que sur Albin, il y a un petit club de gym, et il fallait aller chercher la petite voisine à son entraînement, et il était déjà tard, donc moi qui avais 6 ans, je devais normalement être couchée, et j'ai voulu accompagner mon père pour aller chercher la petite voisine à son entraînement, et puis on est arrivé un petit peu en avance, donc il a fallu que je m'embêtais un peu, et en regardant les gymnastes, je faisais juste à côté, et la prof a dit oh là là, elle fait de la gym celle-là. Donc elle est allée voir mon père, et puis il lui a demandé si elle pouvait me prendre 2-3 minutes pour voir ce que j'avais sous les baskets. Et en fait, c'est comme ça que l'aventure gymnique a commencé dans le petit club à Albin avec Michel Fleurès. Et 3 ans après, donc à l'âge de 9 ans, elle a dit à mes parents, faut qu'elle parte, faut qu'elle aille à Aix-les-Bains, parce que je peux plus, c'est une gamine qui va être championne de France un jour. Elle avait pas si tort, sauf que je me suis pas arrêtée au championnat de France. Ouais. Donc j'ai très vite intégré en gymnastique artistique, donc la gymnastique aux agrès. J'ai très vite intégré donc le club de l'Union Gymnique, et qui ont réussi à exploiter mon potentiel pour intégrer les sphères de haut niveau. Okay. Donc jusqu'à vraiment intégrer les listes, on appelait ça les listes d'or de préparation aux Jeux Olympiques. Donc j'étais prélistée pour les JO de Sydney. Okay. Donc je faisais partie de la réserve de la réserve. Et c'est là où le rêve un peu s'est éloigné, parce que la réserve, en fait, vous avez déjà l'équipe qui part au JO avec leur remplaçante. Il y a la réserve qui reste en France au cas où il faut partir au dernier moment pour les remplacer. Et la réserve de la réserve, c'est vraiment si quelqu'un se fait mal après. Oui. Donc c'était un peu le rêve des JO était très très lointain. Donc j'ai jamais intégré un pôle France. Je suis restée à Aix-les-Bains pour faire ma progression. Et c'est là où le club s'est développé pour faire de la gymnastique aérobique, donc la petite danse gymnique. La fameuse discipline tonique.
très dynamique, très tonique. Donc quand on essaye d'expliquer ce que c'est Véronique et Davina avec leur juste corps fluorescent par-dessus les collants. Mais ça vient de là. C'est le fitness, c'est la danse, etc. Et la gymnastique a pris cette essence-là pour en faire de la gym dansée. Et j'ai fait les deux en même temps. J'ai fait la gym aux agrès et la gymnastique aérobique pendant très longtemps, jusqu'au moment où je suis rentrée en équipe de France. Et là, je me suis dit non, je m'entraîne de moins en moins aux agrès. Et c'est là, je vais me faire mal. Je vais me faire mal. Donc j'ai arrêté d'un côté, mais toujours avec le club d'Aix-les-Bains, qui s'est transformé, où le pôle France est venu s'intégrer au club d'Aix-les-Bains. Ah oui, donc désormais ils sont rattachés. Alors, la petite histoire, c'est qu'en 2017, le pôle est parti. Donc moi, j'étais à cette époque-là et entraîneur et athlète. Ouais. Je faisais les deux en même temps. Mais c'est vrai que tout s'est transformé autour de moi. J'ai jamais eu besoin de partir à Paris, à Marseille ou je sais pas où pour m'entraîner. C'est génial. Ouais. Alors là, la vie de rêve. À 33 ans, encore chez les parents. Le Tanguy. Mais tout était fait pour que je passe une carrière sans pépin. Avec une certaine proximité, les infrastructures que tu connaissais, enfin que tu connais bien sûr, mais une certaine proximité. Peut-être c'était aussi peut-être la réussite. Enfin, ça a peut-être été finalement un des maillons de confort, je dirais, mais de confort, de proximité, bien sûr. Alors, on dit des fois il faut sortir de son confort, mais certains athlètes, certains gymnastes ont besoin de leur environnement. Et en plus de ça, avec Aix-les-Bains, entre lac et montagne, on m'avait proposé de partir sur Saint-Étienne au pôle France. Voilà, c'est moins glamour. Ça fait moins rêver, quoi. Ah non. Donc c'est idéal. Oui, c'est vrai que tout c'est imbriqué finalement au fil de l'eau, je dirais. Et puis c'est ce qui t'a permis d'être bien déjà dans ton environnement effectivement de proximité. Et puis je pense effectivement, on va y revenir, mais c'est là aussi où tu as fondé ton staff. Oui. Je me rends pas compte effectivement du nombre de personnes qui t'entourent ou qui t'ont aidé en tout cas, mais je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, coach, etc. Et c'est sûr que pour réussir, je pense que parfois c'est opportun d'avoir un certain confort, quoi. Le staff il a pas tant changé avec les années parce que sur le club de l'Union Gymnique en fait il y a tout pour réussir, Les experts sont là, il y a le coach il m'a suivi du début jusqu'à la fin, donc il est encore pas très très vieux, donc c'est toujours le même coach. C'est toujours le même. Ah, c'est énorme. C'est toujours le même, et puis c'est quelqu'un de visionnaire, donc il a en sans cesse progression. Il y a pas besoin, mais à mon âge maintenant, il me laisse beaucoup faire parce que on peut plus coacher et driver une femme de 40 ans qu'une jeune fille une jeune femme de 20 ans. C'est un manager, c'est vraiment quelqu'un qui va se mettre au service de l'athlète et qui va utiliser les moyens pour il va identifier quels moyens il faut mettre en place pour les différents âges, performer, quoi. Ouais. Et est-ce que finalement, moi personnellement je me rends pas compte, mais je pense comme un certain nombre de personnes, raconte-nous peut-être une semaine type, alors peut-être en prépa de Prague. En tout cas pour les mondiaux, admettons. Une prépa chaotique. Une prépa chaotique, parce que je suis maman de 2 enfants, une petite fille de 8 ans, un garçon de 3 ans, presque 3 ans et demi. Mais ma salle de sport, c'est la maison, quoi. C'est le ménage, c'est porter mon fils dans les bras de temps en temps parce qu'il a un coup de Et puis j'ai une maison à 2 étages, donc il faut monter les escaliers jusqu'en haut des fois. Non, c'est le sport à la maison. Quand je peux entre midi et 2 aller courir alors je vais pas souvent courir. Là, c'est plutôt, je me mets la musique dans la tête et puis je danse ma chorégraphie. Je danse pendant des heures et des heures. Je danse. Sur Brison-Saint-Innocent où on habite, il y a un petit city, donc là où les jeunes font du basket et du foot. Moi, je prends l'espace quand il est libre et je danse. Alors des fois, je vois des têtes passer, des gens klaxonner, me faire des petits coucous parce qu'ils savent qu'il y a la gymnaste qui est en train de s'entraîner quand elle peut. Quand elle peut. Ouais, c'est vraiment ce qui est chouette finalement, c'est que on se rend compte que parfois effectivement c'est atypique s'entraîner. C'est pas toujours simple, évident, effectivement avec une vie de famille, et que je trouve ça chouette
en tout cas de pouvoir amener cette façon de l'entraînement. Je trouve ça chouette parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des athlètes où c'est structuré, c'est millimétré, c'est orchestré, et parfois ça matche pas si bien. Et parfois, effectivement, comme toi tu sais le faire et comme tu peux le faire, voilà, vraiment, je trouve ça beau en tout cas. Et c'est un peu atypique aussi de s'entraîner un peu dehors aussi. Alors oui, alors des fois même sous la pluie, pour te dire de danser sous la pluie, ça fait très Broadway. mais comment dire, les préparations atypiques et chaotiques comme ça, des fois elles te donnent la pêche. Je veux dire, moi, mon moteur, à un moment donné, quand j'ai eu mon coup de stress avant de passer, c'est avec toute la carrière, l'expérience que t'as, je veux dire, maman de 2 enfants, ça paraît rien, mais je lui dis, non, réveille-toi, quoi. Il y a un moment donné, t'es là, il faut y aller. Maintenant, c'est trop tard. Il faut se relâcher, mais c'est à quel moment un peu que vous oubliez tout ça et que vous êtes lancé dans le... Dès que le bip part et que la musique part. Le stress part avec. Ouais. C'est fou. Ouais. Dès que ton nom est appelé et que tu montes sur scène, t'as encore le cœur qui va exploser dans ta poitrine. Et dès que la pause, tu fais ta pause de départ avant que la musique sonne, t'as encore tout le corps tremblant. Mais dès que ça part, en fait, t'es un robot. C'est automatisé. Ouais, ça s'automatise. Bon, il faut quand même des heures d'entraînement. En dehors de mes petits cours sous la pluie, j'ai quand même profité de l'infrastructure sur l'Union Gymnique qui est tout simplement extraordinaire. Le coach qui avait toujours l'œil pour me aviser, pour me dire là, regarde ça sur ta vidéo, parce que bien sûr le meilleur ami sur un athlète quand il s'entraîne seul, c'est son portable, mais heureusement qu'il était là pour me dire non, il faut que tu changes ça, il faut regarder ça, etc. Mais des fois d'avoir une préparation lisse, trop bien chronométrée, et sans les jeunes, je l'ai vu sur la fin de ma carrière en gymnastique aérobique sur les années 2014, 15, 16. Les jeunes, en fait, ils se lassent et c'est trop facile. Puis de s'entraîner à côté d'une nénette qui a tout gagné, et ils se disent, voilà, eux aussi. Ils font partie de l'équipe, donc eux aussi ils ont gagné. Mais non, quand je voyais sur les réseaux sociaux Training Done. Mais Don, t'as fait quoi, gars? T'as fait quoi de ton entraînement? Tu t'es pris en photo en train de faire un montée de corde? Waouh! Voilà. Non, mais effectivement, je pense que cette approche est intéressante parce que effectivement, dans différents sports d'ailleurs, que ce soit dans ta discipline ou autre, différents sports, on se rend compte qu'un certain nombre de jeunes, très jeunes finalement, se lassent alors qu'ils ont, je pense, des très bonnes capacités, mais on n'est pas sur du burn-out, mais je pense qu'il y a cette pré-facilité, en tout cas en eux, mais finalement, non, cette facilité demande de l'entraînement, des heures de travail, des défaites, des victoires, entre guillemets, et tout n'est pas acquis, quoi, finalement. C'est la génération du je veux tout vite et tout de suite. Ouais. Donc, il faut qu'on arrive, nous, à chaque entraînement, c'est quand même compliqué parce que c'est de la répétition. Dans tous les sports, c'est de la répétition, mais en gym, on a affaire à des jeunes, voilà, c'est une maturation très vite, quoi. Et donc il faut toujours trouver le petit point d'accroche. Aujourd'hui, allez, on fait le jeu de telle ou telle chose. Allez, on va voir jusqu'à quand t'arrives à me tirer les jambes et les pointes dans ta routine. Je chronomètre, allez, vas-y. Donc il faut trouver toujours le point d'attache avec les jeunes. Et des fois, c'est compliqué. Et devenir entraîneur aujourd'hui, c'est sans cesse trouver le moyen d'accrocher, parce qu'après ils nous laissent tomber. Donc oui, c'est une certaine routine qui s'installe effectivement, et arriver à mettre du ludique, si possible, dans chaque séance ou presque. Alors quand on est sur là, je me suis présentée en solo, donc ça veut dire individuel, mais j'étais engagée aussi sur 2 autres catégories où j'ai donné la main à mes équipes, à mes partenaires. Donc j'ai été engagée en step avec des dames pareil en step adulte. Donc la moyenne d'âge, je sais plus combien elle était, mais une 50aine d'années. Donc on avait la plus vieille de notre équipe, elle avait 68 ans, il me semble, et la plus jeune 30 ans, 35 ans. Et c'est pareil, c'était une aventure de maman. C'était allez, on relève ce défi-là, mais sur place, on s'est confronté à un niveau qui était énorme, et c'est pas qu'on se trouvait le ridicule, mais on a voulu élever on aurait voulu élever notre niveau sur place,
c'était trop tard. Ah oui, Et c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de monter un truc, l'aventure était belle et de pouvoir présenter quelque chose qui tenait la route sur un championnat du monde. Et c'est vrai qu'on s'est un petit peu oublié. Et sur l'autre catégorie, j'étais en catégorie junior. Donc on était, à cause de moi et à cause d'une autre fille qui on rentrait pas dans l'âge, donc ça a fait passer l'équipe en adulte, mais j'étais à côté de gamines de 14-15 ans. Pas du tout ridicule, hein. On avait la même tenue, voilà. Ils ont pas fait attention aux quelques rides vers mes yeux, mais voilà, pour donner la main aux équipes. Mais quand les jeunes perdent le moral et perdent l'envie, la motivation, et toi t'es là, tu pousses. Quand on fait une catégorie où tu dois te synchroniser avec la musique et tu peux pas perdre un athlète, c'est pas possible, tu peux pas au dernier moment tout rechanger, recommencer ou demander à quelqu'un d'autre de prendre la place. Ouais, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est du sport millimétré, c'est trop tard. Et raconte-nous finalement les étapes de cette compétition le jour J. Comment ça se passe finalement? C'est chronométré sous combien de temps? Alors, la musique, est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Raconte-nous un petit peu tout ça. Oui, c'est tout. Alors, suivant la catégorie où vous vous présentez, il y a un minutage à respecter dans la musique. Il y a un BPM à respecter, c'est-à-dire le rythme de la musique, c'est un battement, le cadencement, le nombre de fois où vous allez pouvoir frapper dans les mains sur la musique. Avec le métronome, par exemple. Voilà, donc ça tourne autour des 158 BPM, qui était quand même un rythme assez soutenu. Ah ouais. Généralement, quand vous allez dans des cours de fitness, c'est 135, 145. Si on arrive à accrocher les 150, 155, déjà, c'est que vous êtes sur du high. Donc, du high. Ouais. Et le minutage, par exemple, le mien était à 1 minute 30, 5 secondes plus ou moins 5, c'est parce que je fais partie des vieux. Et sinon, les plus jeunes sont à 1 minute 45 plus ou moins 5 secondes. Donc, ça commence à aborder presque les 2 minutes à fond la caisse sur 158 BPM. Ah ouais, ça pulse. Ça pulse beaucoup. Donc, ils nous donnent 1 heure d'échauffement avant le passage en compétition. Et en fait, vous avez un horaire de passage, normalement qui est plus ou moins bien respecté par l'organisation, suivant si la compétition prend du retard ou pas. On a eu quelques heures de retard sur certaines catégories. Donc, il a fallu prolonger l'échauffement. Alors, sur les plus jeunes, il a fallu les maintenir en éveil pendant l'heure de décalage. Et pour les plus vieilles, on a dû se calmer un petit peu parce que j'en pouvais plus. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait 2 heures d'entraînement d'affilée, donc j'en pouvais plus. C'est énorme. J'étais cramée. Concrètement, l'entraînement, qu'est-ce que donc c'est de l'étirement. Faut faire monter le cardio, j'imagine. Raconte-nous un petit peu cette phase d'échauffement. On fait déjà monter le cardio par visualisation. Okay. C'est-à-dire que on peut même s'allonger par terre avec les écouteurs dans les oreilles, et le fait d'entendre ta musique et de la visualiser et de presque la ressentir en toi, ton rythme cardiaque va gagner 2 pulsations alors que tu n'as pas bougé du sol. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc tu es déjà en train de t'échauffer, déjà en train de pulser ton cardiaque. Ah oui. Et tu vois, comme l'endormissement où tu vois le corps un petit peu électrisé. Donc t'as même pas bougé de la station allongée que tu es déjà en train de t'échauffer. Après, il y a toute une progression de mise en route, la marche rapide, la course, toute une école de course. Donc ça, des paliers. Donc toute une progression, échauffement articulaire, étirement, etc. Les étirements passifs, actifs et les grands battements. Donc vraiment là, vous verrez sur la photo, c'est pas un si grand battement, mais voilà, il faut surtout à mon âge aller tout en progression. Et donc les plus jeunes, c'est ce qu'on essaie de leur inculquer, mais moi je prenais vraiment mon temps, un vrai diesel. Ok. Et donc effectivement, en phase d'échauffement effectué, on va dire, l'heure de passage qui arrive. Oui. Et donc là, avec une certaine musique choisie. Oui. Par exemple, toi, quel type de musique tu choisissais? Alors moi, j'ai voulu danser sur la Pink Panther, la panthère rose. Oui. Donc j'avais dansé sur Edith Piaf, etc. Mais
je voulais trouver quelque chose de sympa et c'est drôle parce que dans l'équipe de step que je complétais, il y avait une fille de République tchèque, donc elle était hyper heureuse d'aller concourir à Prague dans son pays et elle me dit mais tu sais que là-bas Pink Panther c'est quelque chose de local quoi, c'est les gens ils adorent ça, c'est Ah ouais. Et ça toi tu le savais pas? Je savais pas. Ah ouais. Je savais pas, c'était un hasard. Donc la petite musique qui va bien. Ouais. Donc avec mon 2 pièces rose et blanc et parce qu'il y a la tenue qui va avec. Exactement. Il faut choisir Eh oui. la tenue. Donc à sortir la musique forcément. À sortir la musique, on essaye. Enfin, ou presque. Voilà. C'est presque c'est dans notre essence quoi. Tu fais un sport artistique. Si tu mets une musique de black metal et tu sors avec je sais pas un justo qui Oui. c'est une tenue qui est pas assortie, ça dénote. Tu comprends pas. Oui. Les gens comprennent pas, donc voilà. J'étais en rose. Et du coup, la chorégraphie, est-ce que c'est toi qui l'as préparée avec ton coach? Est-ce Oui. qu'il y a une chorégraphie imposée? Raconte-nous un petit peu aussi ça, ce choix. Alors, la chorégraphie est libre. Sauf qu'à l'intérieur, tu as des éléments à présenter, des éléments qui sont codifiés, qui ont certaines valeurs. Ok. Et dans ces éléments, tu as typique de cette aérobic sportive, tu as les 4 jumping jacks. Donc tu sais l'élément des militaires, ouvrir les jambes, serrer les jambes, ouvrir les jambes, tu sais les sauter. Oui. Donc les 4 jumping jacks que font les militaires et les sportifs pour s'échauffer, les 4 battements de jambes. Il faut qu'ils soient à la même hauteur, la jambe droite de la jambe gauche. Les 4 push-ups, les 4 pompes. Ouais. Donc pareil, à la même vitesse, etc. Et après, c'est tous des éléments codifiés, donc des valeurs plus ou moins grosses, mais tout au long de ton enchaînement, tu dois respecter les valeurs. Tu peux pas commencer avec toutes les grosses valeurs au début et puis terminer par un petit grand écart. Voilà, il faut que ça soit réparti sur régulier et c'est ça qui est très difficile dans cette discipline. C'est que pendant 1 minute 30 ou 1:45 pour les plus jeunes, il faut pulser en chorégraphie pour suivre les 158 BPM, mais sur les valeurs des éléments. Et moi, je me suis tapé des exercices qui étaient très très difficiles, qui étaient très éprouvants. Ah oui, je veux croire qu'effectivement c'est du cardio. Ouais, on c'est est du sur cardio. quelque chose d'assez intense quoi. Ouais. Ah oui, je n'avais pas idée effectivement que. Il faut venir voir. Ah ben non mais alors, Il faut volontiers, venir voir, surtout volontiers. qu'il y a une compétition là au mois d'avril, c'est notre championnat de France Oui. qui va être cumulé avec un Open international sur l'autre fédération, la gymnastique aérobique. Donc nous, le championnat de France avec la FISAF, la Fédération internationale des sports d'aérobique et de fitness, et plus avec le gala du club qui est généralement très apprécié le vendredi soir. Donc ça, c'est sur le 17, 18 et 19 avril de cette année. Donc pour les curieux qui nous écoutent, pourquoi pas. Eh ben oui, ça Par peut contre, apporter les boules qui est parce que ça pulse fort. À Prague, on en a pris plein les oreilles parce qu'ils sont pas comme en France où on est limité dans les hertz, dans les décibels. Ouais. C'était l'horreur. On a dépassé les 110 décibels, ça bourdonnait le soir. Et j'imagine effectivement que voilà, toutes ces compétitions, tout ce temps, c'est aussi avec de nombreux partenaires. J'imagine. Tu peux peut-être nous en citer quelques-uns, peut-être des partenaires qui t'accompagnent depuis des années, parce que voilà, ça revient à ce qu'on échange dans plusieurs disciplines. C'est vrai que les athlètes, c'est un coût, les déplacements, la logistique, qui est souvent aux frais des athlètes. Oui. Ça, on peut peut-être aussi aborder ce sujet, ouais. Alors, quand on était en équipe de France de gymnastique aérobique, dès que tu passes la barrière d'équipe de France senior, là, il n'y avait pas de souci à se faire sur les déplacements, sur l'hôtel, etc. Sur les catégories plus jeunes, les juniors, s'il y avait une participation des parents, je ne sais plus à combien de pourcentage. Mais là, sur l'aérobique sportive, on n'est plus dans la fédération délégataire. Ouais. Donc, on se débrouille. Et là, le club supporte beaucoup, avec les sponsors qu'il arrive à trouver chaque année. Et après, c'est à chacun de se débrouiller pour réunir l'argent nécessaire pour se présenter. Donc, quand on se présente au club et on dit, moi, je veux faire de la compétition, les coachs et la direction dit attention, il y a tel ou tel événement, si vous vous engagez, parce que comme je te disais tout à l'heure, tu peux pas t'engager dans une équipe de synchronisation si au dernier moment, et ce qui nous est arrivé alors que le championnat d'Europe est dans un mois, y a des gamines qui nous ont dit non, on peut plus. On peut plus, comment te dire, donc là c'est les sueurs froides. Donc on comprend quand c'est un problème financier, on comprend, mais quel dommage.
Quel dommage. Tout à fait. Donc, il y a la tenue qui a un coût. Tenue des filles, paillettes, etc. Il y a une de nos athlètes, sa tenue, c'est un petit 2 pièces. Donc plus c'est petit, plus c'est cher. Avec le nombre de paillettes à mettre dessus, elle en a eu pour presque 300 € de tenue. Ouais. Plus le voyage, l'hôtel, la restauration sur place et puis les aléas. Oui, bien sûr. Parle-nous peut-être des Europes, des championnats d'Europe. Oui. Est-ce que ça fait partie de tes projets où là vraiment tu mises quelque chose Alors ça l'était pas. D'accord. Ça l'était plus parce que j'avais fait mon one shot au championnat du monde à Prague. J'avais envie de me mettre un coup de stress lors de Prague, et quand je suis revenue, j'avais plus franchement envie, surtout que c'était l'année là, championnat du monde, les prochains championnats du monde sont en Nouvelle-Zélande, donc oui c'est beau, mais comme on parlait juste à l'instant, c'est un coup. Le club, je suis pas sûre qu'il puisse envoyer une athlète et un coach et un juge, donc ça fait déjà 3 personnes à faire voyager. Tout à fait. Non, c'était pas. Mais lors du championnat du monde, on a eu une réunion avec les juges, les différents représentants des différentes équipes, et ils ont parlé comme quoi ils voulaient faire disparaître la catégorie master où je me présentais parce qu'il y avait pas assez de concurrentes, et faire un championnat pour 2 personnes, ça intéresse pas, c'est pas intéressant, c'est commercialement ça rapporte rien. Mais à l'heure d'aujourd'hui où on voit beaucoup de personnes 40, 50, 60 ans se remettre au sport, faire des marathons, des trails, du crossfit, des beaux challenges et tout, je trouve que c'est dans l'air du temps, le master, les vétérans. Donc j'ai pris la parole et j'ai dit que moi déjà j'étais présente. Et le coach, il me l'a redit ça. N'oublie pas que tu t'es engagé et t'as dit que t'allais faire la pub auprès de tes anciens partenaires, etc. Et t'allais essayer de faire venir du monde dans cette catégorie, qui est chose pas très aisée. Mais quand on se met en avant et qu'on promet, un jour ou l'autre, il faut tenir ses promesses. Donc voilà. Pour aussi donner l'exemple aux petites jeunes, parce qu'elles me voient pas m'entraîner, et puis là le week-end dernier on était en critérium, donc c'était un test interne au club, et mais tu passes, Aurélie? Bah oui, j'avais ma tenue de paillettes chaude, non, je suis allée faire les courses en petite tenue de panthère rose, donc je vais représenter la panthère rose, mais ça leur fait du bien de voir qu'on est dans le même bateau en fait avec le coach, et je fais pas que de la présentation. Et, donc tu seras peut-être sans doute sur les prochains mondiaux. En tout cas, c'est des choses que tu gardes en tête. Je garde, mais il va falloir un sacré soutien. Ouais. Et c'est quand, pardon? Ils sont quand? Il me semble que c'est dans les vacances d'octobre-novembre. Donc il faut que ça cale avec mes dates du travail. Tout à fait. Faut pas oublier que je suis au service de la ville d'Aix-les-Bains dans le service des sports, et que je suis liée aux scolaires, et les scolaires ayant des vacances à rallonge, je peux pas demander en plus de ça de partir, j'ai pas le droit. Donc il faut que ça corresponde à des dates. Tout à fait. En tout cas, ça serait chouette, mais restera à définir ce challenge, avec quelques critères, en tout cas. Les challenges. Moi, je suis une femme de challenge. Là, il y a un de mes partenaires, un de mes collègues de travail, il a vu une nénette faire la croix de fer. Il me dit, mais toi, tu serais capable? Je suis pas sûre. Il me fait, allez, vas-y, je te défie. J'ai dit, non, il faut pas me dire ça. Je suis une femme de défi. Et il y en a une autre qui m'a dit, allez, cette année, je fais les 10 km du lac. L'année prochaine, tu le fais avec moi. Ok. Excellent. Mais en tout cas, un grand merci Aurélie pour avoir échangé sur ton palmarès, mais aussi sur la personne que tu es. Je dirais aussi avec tes valeurs, tout ce que tu incarnes, tout ce que tu transmets aussi désormais. Et puis je pense que il y aura aussi peut-être à nouveau, en tout cas cet automne, si les conditions le permettent, un challenge, un gros challenge, je dirais, parce que comme tu dis, des challenges, tu en as plein, quel que soit leur niveau, mais en tout cas, on sait que tu es une battante là-dessus, et en tout cas, tu es aussi notre marraine, on le répète, mais nous, c'est important, et on te remercie à nouveau d'être présente ce soir avec nous, parce que tu reflètes un certain nombre de valeurs qu'on apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci, ma chère Aurélie. Et Radio Grand Lac te défie. Il y a plein de sportifs qui ont plein de rêves dans la tête, et
il y a le moyen de trouver du financement. Il y a le moyen, quand je vois ces athlètes paralympiques qui ont la force. Mais C'est moi, énorme. je suis en admiration devant eux. Des soucis, soit de santé, soit des accidents qui les ont amenés. Et ils sont là, ils gagnent des médailles. Ils sont sur une jambe, ils arrivent à skier, alors que moi, je me casse la figure toutes les 5. C'est magnifique. Ah non, c'est génial, Et vraiment. Radio Grand Lac me défie sur quoi? Parce que ça dépend sur quoi c'est. Bon, on va dire les mondiaux. Ah. Bah écoutez, je vais me retourner vers un sponsor dans la salle et on va voir s'il me suit jusqu'en Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup à nous Aurélie, chers amis. Bien, nous lançons une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Toute la vie locale, c'est sur Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour dans l'émission 9-2-1 partez après une première partie exceptionnelle avec une personne exceptionnelle. Eh bien oui, je parle forcément de notre marraine Aurélie Joly qui a un palmarès notamment en gym aérobique. Voilà, un énorme palmarès, on pourrait presque dire, effectivement. Effectivement, une première partie, on aurait pu encore échanger davantage. Forcément, c'est passé bien trop vite. Et bien, nous poursuivons l'émission avec l'un des événements sportifs majeurs qui arrive à grands pas. Et c'est ce week-end sur Aix-les-Bains. C'est les fameux 10 km d'Aix-les-Bains. Et pour cela, eh bien, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau, eh bien, Cédric Couder, qui est donc le directeur des 2 agences du Crédit Mutuel d'Aix-les-Bains, Mathéo Duc, qui est le coordinateur de projet sur cet événement notamment, et également Philippe Massona, qui est donc un ancien athlète de la SA, qui est membre actif, qui est également au comité de pilotage pour les 10 km. Bonsoir messieurs, d'abord, eh bien, comment allez-vous? Impeccable. Merci infiniment, eh bien, en tout cas, d'être présent ici sur le plateau de Radio Grand Lac. J'aimerais commencer, si vous me le permettez, par remercier, eh bien, Cédric, parce que Cédric, tu es également le partenaire, en tout cas, eh bien, des 10 km d'Aix, mais surtout également partenaire, eh bien, de notre émission et de Radio Grand Lac. Je suis partenaire de tout, moi. Voilà, a priori. Non, mais en tout cas, effectivement, déjà, voilà, vous remercier pour votre sympathie, pour la confiance également auprès, eh bien, de Radio Grand Lac. Donc, j'aimerais, voilà, vous remercier et faire ce petit aparté, voilà, si vous me le permettez, avant, eh bien, de lancer, c'est sur l'événement qui arrive à grands pas. Donc, voilà, c'est important de saluer. Donc, vraiment, grand merci. Effectivement, ce week-end, c'est un événement. On passe la barre des 7000 où on est à 7000 coureurs sur les bords du lac. On est à 7000, ouais. 7000, effectivement, Mathéo, tu me le confirmes. On espère que la météo sera clémente, en tout cas, avec un petit peu de soleil, mais pas de pluie, on croise les doigts. Ça devrait être pas trop mal parti, j'espère, en tout cas, avec une fenêtre de tir au moment du lancement de la course. Et puis, pour les premières arrivées, un plateau énorme. Racontez-nous un petit peu, on est à quelques jours, dites-nous en plus. Oui, ben là, le village commence à se monter depuis ce matin, donc ça commence à prendre forme. Et puis, effectivement, on a un super plateau cette année, surtout sur le plateau féminin, avec des belles athlètes françaises, et qui nous permettraient d'avoir sûrement, enfin, j'en suis sûr, un beau spectacle et des beaux chronos. Sûrement un record de la course qui va tomber chez les féminines. Chez les garçons, c'est un peu moins dense, mais en tout cas, on devrait avoir un athlète qui va se détacher quand même du groupe élite avec un beau chrono en perspective autour des 28 minutes. Donc, on va avoir quand même des grosses performances et surtout un public et des coureurs de tout niveau, parce que effectivement les premiers vont mettre un peu moins de 30 minutes, mais les derniers vont mettre 1h30, et c'est ça qui fait la beauté aussi des 10 km, c'est qu'on a vraiment un public très large, et à savoir que le coureur le plus gros du paquet, on va dire, se situe aux alentours des 50 minutes, 1 heure. Donc voilà, il y a vraiment de tout niveau, et c'est ça qui est chouette sur cette course. Un événement populaire et puis qui grossit d'année en année, effectivement, parce que de mémoire, on était à 5000 participants l'an dernier, désormais 7000. C'est un cap qui est énorme. Est-ce que chaque année, on va avoir des paliers aussi denses, ou est-ce que c'est une vraie volonté
Dis-nous en plus, Mathéo. Alors la volonté de l'ASA, donc le club qui organise la course, c'est vraiment d'avoir une course de qualité. Donc oui, pour faire du volume, mais toujours en garantissant une qualité de l'événement, d'expérience pour les coureurs. Donc effectivement, on est passé de 2500 en 2024 à 5000 l'année dernière et là 7000. L'idée, c'est qu'on confirme cette année 7000 et on verra après l'édition, voir si on augmente ou pas. Mais comme je dis, vraiment, l'important, c'est vraiment de garder une bonne qualité de course. On a un beau paysage, un beau parcours. Et oui. Et donc, il faut se servir de ça, mais aussi que les coureurs reviennent avec le sourire, qu'ils se disent, OK, la course à pied, c'est cool. Courir à Aix-les-Bains, c'est encore mieux. C'est vrai que le cadre est sympa, c'est pour ça qu'on espère qu'il fera en tout cas beau temps ou pas de pluie, parce que c'est vrai que ça fait rêver. C'est vrai qu'effectivement, le tracé... ce n'est pas pour être chauvin, mais clairement le tracé est vraiment chouette et je pense que ça attire beaucoup. Ça fait partie, je pense. Il y a le côté populaire, mais il y a le cadre et je pense que c'est aussi pour ça qu'effectivement il y a une certaine barre des 7000 qui a été atteinte de manière rapide. Finalement, les dossards ils ont pas traîné quoi. Ouais, on a rempli les 7000 en à peu près 15 jours. Ouais, donc c'est très court quoi. C'est super court, c'est la première fois que c'est aussi rapide. Et j'aimerais rajouter, c'est vrai que nous on coche quand même pas mal de cases sur cette course, et que, comme tu l'as rappelé, on a un super cadre. Ouais. Et donc c'est une course qui est très populaire pour ça, mais aussi on a un parcours très rapide, ce qui nous permet d'avoir des élites aussi. Ouais. On a un parcours qui est labellisé par la Fédération internationale d'athlétisme. On est passé label or cette année. Ça parle à pas grand monde, mais en tout cas pour les élites, c'est très important pour garantir la performance, pour aller chercher des minima sur des grands championnats, des records aussi nationaux. Et pour ça, voilà, c'est pour ça qu'on coche vraiment toutes les cases du populaire, mais aussi de l'élite. Et pour continuer effectivement sur le volet élite, Manon Trapp, a priori, devrait être de la partie. Exactement, on a Manon, donc la locale d'Aix-les-Bains qui va être sur le départ dimanche prochain, et Flavie aussi qui est donc du team Crédit Mutuel qui va courir avec toute son équipe de 70 collaborateurs, je crois. Et donc ouais, on a vraiment des belles têtes d'affiche. On a Emma Lombardi aussi qui est du coin. Tout à fait. Donc on risque d'avoir un beau chrono à l'arrivée. Génial. Et effectivement, comme tu le rappelais, ce qui est génial, c'est que ça reste accessible aux élites, bien évidemment, populaire aussi, famille, amis, mais il y a aussi ce challenge d'entreprise où effectivement, là, il y a un gros volet, le Crédit Mutuel, est présent, mais racontez-nous cette place majeure finalement du Crédit Mutuel sur cet événement, comme sur tant d'autres finalement. Je vais faire le jingle, Crédit Mutuel donne l'élan. Effectivement. Non, Effectivement. Comme disait Mathéo, on est partenaire de l'athlète, de l'ASA en particulier, des 10 km. Donc déjà, vous pouvez tous venir le samedi et le dimanche. On sera dans le village avec un stand pour vous accueillir. On a une équipe de 70 coureurs sous la team SMB. Ok. À qui je ne mets pas de pression, mais l'année dernière, on a fini deuxième derrière une petite marque de sport un peu connue. Donc si on pouvait finir premier, ça me ferait plaisir. Flavie, si tu m'entends, merci. Le tour est donné. Il y a un très beau plateau féminin, il l'a dit. Il y a Manon Trapp qu'on soutient également à titre particulier, à qui on souhaite un bon 10 km, même si c'est pas sa spécialité. Flavie, je te remets pas la pression, soutenue par le Crédit Mutuel et collaboratrice du Crédit Mutuel. Ok. Et puis après, il y a plein de noms. Il y a Emma, Clara. Enfin, j'ai pas tous les noms par cœur. Que vous dire d'autre? Moi, je pense que c'est un super succès parce que c'est effectivement un beau cadre. C'est une des rares courses en route fermée aussi, et ça, mine de rien. On va y revenir là-dessus. C'est quand même génial. C'est énorme. Et puis c'est très familial au final, puisque la marche le samedi et même le dimanche, comme disait Mathéo, la course, ça va. Enfin, nous dans les collaborateurs, je crois que dans les SAS, ça va de. Allez, j'enlève Flavie parce qu'elle est un peu au-dessus. Décidément. Ah ouais, je lui mets pas la pression, mais un peu quand même. C'est moins de 45 minutes à 1h25, quoi. Donc même en interne, voilà, on arrive à faire courir et collaborateurs et élus et clients. Ouais, donc c'est génial. Pour vous, c'est aussi, je dirais, un peu un. Alors, pas un séminaire, je m'entends, mais c'est aussi une certaine manière d'apporter de la cohésion aussi ce jour-là entre collaborateurs de vos agences. C'est un peu l'esprit du Crédit Mutuel, en fait, c'est qu'on n'est pas que partenaire financier, on est à chaque fois partie prenante, et le but c'est qu'on soit intégré aux événements. Voilà. C'est génial. C'est génial, et effectivement, on se rend compte que c'est un événement qui est attendu.
avec effectivement un certain nombre d'infrastructures qui sont mises à disposition, et notamment une route fermée. Pour mémoire, il n'y a pas beaucoup d'événements qui sont sur route fermée, hormis le Tour de France, je dirais, si on parle en vélo. Mais sinon, en course à pied, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, sur la route départementale du bord du lac, il y a le 10 km d'Aix-les-Bains et le triathlon. Voilà, c'est tout. Et il y aura le Tour de France. Et le Tour de France cette année. Non, mais effectivement, c'est vrai que c'est une chance. Oui. On peut remercier, je pense, un certain nombre d'élus, etc., qui sont derrière aussi cet événement. On va revenir aussi sur l'aspect bénévole, bien évidemment, mais je pense aussi qu'effectivement, les partenaires aussi. Mais je pense que, bien évidemment, toutes ces autorisations-là, c'est vrai que c'est un plus qui est énorme, notamment pour réaliser des minima. Je pense que c'est une confiance totale. Et c'est vrai que c'est génial. Je pense que, par contre, c'est sûr que c'est le dossier administratif pas simple, avec un engagement de la sécurité qui n'est pas simple. Parle-nous peut-être aussi un petit peu ce volet-là, un volet un petit peu sécurité qui ne doit pas être simple orchestré, jusqu'au jour J, quoi, jusqu'au top départ finalement. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un gros travail en amont à faire avec pas mal de parties prenantes pour la fermeture de route, tout simplement le département, les mairies par lesquelles on passe. Donc il n'y a pas que Aix-les-Bains, mais aussi Tresserve. Bien sûr. Et donc c'est toutes ces personnes-là qu'il faut mettre dans la boucle et qu'on coordonne et pour justement pouvoir fermer cette route. En amont aussi prévenir les riverains qu'il y a cette route fermée, et puis après coordonner tous nos bénévoles, nos signaleurs, la gendarmerie aussi qui est présente pour sécuriser le tout avec la police nationale et municipale. Et donc il y a énormément de personnes en fait qui travaillent derrière dans l'ombre, je dirais, sur cet événement. Et moi je le découvre aussi pour la première année en tant que coordinateur, et c'est impressionnant le nombre de personnes qui travaillent derrière. Il y a tous les services techniques de la mairie, il y a un nombre incalculable de personnes, tous nos bénévoles, on va être près de 300 bénévoles quand même. C'est énorme. Donc c'est énorme. Et puis après évidemment tous nos prestataires qui sont là aussi présents pour l'événement, tous nos partenaires qui sont aussi engagés sur la course, et donc faut vraiment tout coordonner, et pour ça c'est super intéressant, c'est intense. On a quelques sueurs froides ces derniers jours, mais c'est ce qui rend le côté un peu challengeant aussi, et nous à l'ASA c'est vrai qu'on a l'habitude d'être compétitif, de se challenger, et pour le coup l'organisation d'événements c'est quelque chose qu'on fait très bien depuis beaucoup d'années, et c'est quelque chose que les anciens nous transmettent aussi, et donc on essaye de garantir une qualité, comme je disais tout à l'heure, d'événements la plus haute possible. Ouais, effectivement, c'est génial. On ressent que ça fait partie de l'ADN du club. Effectivement, la formation des athlètes, d'une part, notamment d'un certain vivier de grands athlètes qui sont passés et à venir. Et puis, effectivement, le volet, forcément, on pense à toi, Mathéo. Tu fais partie de ces générations avec le CASA, notamment, sur Aix-les-Bains. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, ce volet événement, que là aussi, toi, tu reprends le flambeau aussi. Et c'est vrai que c'est génial parce que c'est dynamique. Et ça reflète, je pense, cette association avec les partenaires, un certain nombre de partenaires effectivement investis aussi, et puis forcément des bénévoles, une nouvelle fois, des bénévoles qui sont vraiment actifs, dévoués, et pas que le jour J finalement, bien des jours en amont. Je pense qu'en tant que partenaire, ça doit être génial de pouvoir un petit peu miser, entre guillemets, en tout cas faire confiance à ce genre d'événement. Ouais, puis c'est des choses dont, ce que disait Mathéo, on se rend pas forcément compte parce qu'on arrive avec notre petite dossard et notre épingle, mais c'est un boulot de dingue d'organiser des trucs comme ça, et ça mobilise, on va dire, tout le monde. Ouais, non, mais c'est énorme, c'est énorme. Pour avoir un événement réussi, et pour le cas, c'est réussi. Bravo en tout cas. Philippe, avec un regard d'ancien athlète de l'ASA, vous avez connu l'ASA il y a longtemps, et peut-être dans ses débuts, façon de dire. Alors heureusement pas dans ses débuts, parce que l'ASA aura 80 ans l'année prochaine, donc j'ai pas encore cette âge-là. Non, mais en tout cas, avec plus de recul et d'historique effectivement sur l'ASA, c'est génial d'avoir connu ce que vous avez connu, de connaître actuellement ce qui se fait. Vous êtes un petit peu finalement ce passeur de relais, tout en aidant cette jeune génération à poursuivre. C'est exactement ça. Il y a une histoire de valeur, clairement. J'ai entendu Aurélie tout à l'heure en parler pas mal, et les valeurs qu'il y a entre
Radio Grand Lac, qui s'inspire des sportifs. L'ASA, c'est une longue tradition athlétique avec Aix-les-Bains. Aujourd'hui, on fait partie d'une entente encore un peu plus grande avec Annecy, avec Culose, Bollay et Bourg-Saint-Maurice. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Le 10 km, il symbolise l'engagement. 300 bénévoles, c'est énorme, à gérer. Ça se gère pas effectivement que sur 48 heures, qui est le temps d'un week-end. Ça fait des mois qu'on prépare tout ça. Mathéo a très bien résumé toutes les préparations et on remercie encore notamment la ville d'Aix-les-Bains, Grand Lac et tous les supports dont on dispose et bien évidemment nos partenaires privés, au titre duquel Crédit Mutuel est le principal, puisque c'est le 10 km d'Aix-les-Bains by Crédit Mutuel. Tout à fait. C'est pas le hasard. Et tout ça, c'est aussi une histoire de transmission. On a hérité quelque part. Alors moi, je suis une génération un peu entre deux, parce qu'entre la génération de Mathéo et ce qui s'est passé avant, on a hérité tous ces gens qui bénévolement ont donné leur temps, leur vie presque. Tout à fait. La génération des Carras, Martinetto, Boget, avec Aix-les-Bains, qui ont marqué le club. Qui ont marqué le club. Mais il y a cette transmission d'engagement. Et l'engagement, là, c'est tout ce qu'on connaît au niveau du 10 km. Parce que nous, on est une association. Il n'y a pas de société commerciale derrière l'organisation. C'est-à-dire que les quelques bénéfices qu'on peut faire vont directement au club pour payer des stages, pour aider les athlètes. Du matériel, etc. Exactement. Et ça, c'est quelque chose à savoir, je pense aussi pour les gens qui nous écoutent, parce que on voit parfois que la partie superficielle, on a parlé des élites, et c'est super. C'est très important parce que c'est ce qui va nourrir probablement le développement de cette épreuve. Oui, mais en termes dans le futur, mais il y a plus que ça. Com, etc. Mais voilà, il y a plus que ça. On est bien d'accord. C'est la 13e édition cette année, donc ça veut dire que c'est pas tout neuf non plus. Mais pendant une dizaine d'années, on est resté sur un plateau. D'abord, le départ et l'arrivée se faisaient devant la piscine. Donc sur un espace un peu plus modeste, on a migré vers l'esplanade parce qu'évidemment, on a un terrain de jeu extraordinaire. Alors vous avez tous mentionné le lac, mais aussi les 7 mètres de dénivelé départ-arrivée, ce qui fait que, comme l'a dit Mathéo, on peut intéresser les gens qui veulent aller très vite, et puis tous les gens qui veulent se faire plaisir, ils sont les bienvenus aussi, parce que le challenge, c'est parfois de finir, tout simplement. Oui, tout à fait. Pour un certain nombre de déjà personnes. se mettre au départ. Tout à fait. Et d'avoir le courage d'aller au bout. Et nous, c'est quelque chose, ce sont des valeurs pour lesquelles aussi on est heureux de pousser cette épreuve. On fera pas n'importe quoi. Mathéo a largement insisté. C'est une épreuve qui doit être qualitative. On n'est pas dans une course en avant pour avoir, je sais pas moi, 10, 15 000 coureurs demain. Pourquoi pas? Il y a un engouement pour la course à pied qui fait que cette année, il nous a fallu 11 jours pour avoir 7000 coureurs. Mais c'est pas un objectif en tant que tel. On serait ravis que tous les gens qui courent cette année reviennent l'année prochaine et soient heureux de leur expérience. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu long, mais je crois que c'est important de souligner toutes les valeurs et la transmission qui est derrière tout ça. Mathéo en est une belle incarnation. Mathéo, c'est un athlète de haut niveau. Il va pas en parler parce qu'il est modeste. Mais Mathéo, il est en équipe de France de marche. Il a eu 25 ans hier. On en profite pour le souhaiter avec Alanis, sa jumelle, un bon anniversaire. Mais Mathéo, il est dans le collectif pour les Jeux de Los Angeles. Tout à fait. On a échangé longuement avec Mathéo. Donc aujourd'hui, symboliquement, c'est super qu'une personne de cette valeur puisse s'engager. Bien sûr. On a Manon dans la course. Alors c'est un petit peu un effet de calendrier puisqu'elle aurait dû courir à Barcelone il y a 2 semaines. Elle s'est légèrement blessée, donc elle va faire le 10 km d'Aix, mais on en est ravis. Et ça sera certainement aussi très bien pour la promotion de l'épreuve sur la région. Oui, parce que Manon ne l'a jamais couru encore. Sauf erreur de ma part, si. Ce 10 km. C'est une bonne question. Je ne pense pas. Ok. Non, je ne pense pas. Elle a un record c'est génial. À 32 minutes 07, elle devrait être en mesure de le battre et donc potentiellement de gagner la course aussi. Mais enfin bon, elle revient de blessure. Oui, ce sera peut-être pas son objectif premier, mais en tout cas déjà d'être au départ, effectivement, en tant qu'athlète Casa, et puis bien au-delà de tout ça, le groupe France, etc. En tout cas, c'est chouette, voilà, qu'elle puisse être au départ avec un certain nombre d'athlètes du club, bien évidemment. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, ce que vous soulignez à nouveau, c'est ce côté populaire. Et c'est vrai que c'est génial. On a un certain nombre de personnes, effectivement, qui se lancent sur cette course. Voilà, juste entre guillemets, juste déjà de la finir, et ce qui est un challenge énorme. Et ça, je trouve ça super chouette, ce côté populaire, ce côté famille, ce côté ami, ce côté challenge inter-entreprise qui est vraiment génial. Et ça, c'est chouette, c'est chouette. Et c'est vrai que cette année, on a essayé d'insister sur la journée du samedi. Alors effectivement, je te coupe. Ouais. Oui, on va développer davantage cette nouvelle journée. C'est vrai que c'est une journée qu'on essaye de développer depuis 2-3 ans. Et là, cette année, on va avoir beaucoup d'animations sur cette journée. Et c'est vraiment une journée qui est axée sport, santé, bien-être. Ok. Donc on a la marche non chronométrée de 10 km le matin, donc avec la promotion de différentes marches athlétiques. Donc sur le parcours et sur la voie lacustre. D'accord. Ok. Le long de la voie lacustre. Ok. Et donc c'est une marche encadrée, mais sans objectif de performance. Et puis après l'après-midi, on a des animations pour les enfants gratuites.
donc athlétique et aussi de vélo avec notre partenaire Vélodéa. Et on va avoir une nouveauté cette année, des conférences sur 2 thématiques du running, ouvertes à tous, gratuites également. Et l'idée, voilà, c'est de promouvoir aussi l'athlétisme, promouvoir le running, et c'est bien fait via cette journée du samedi, plutôt orientée, voilà, comme je disais, santé et bien-être. Ouais, ce qui est génial, effectivement, ça permet bien d'amener un certain nombre de personnes, peut-être, voilà, avec un certain regard différent sur cette course à pied, effectivement, qui peut questionner, je pense, qui monte en vogue, jusqu'où ira-t-elle, les dérives qui vont avec. Je pense au trail également, et je pense que c'est bien parfois de raisonner un petit peu avant que peut-être la discipline s'enflamme. Donc je pense que c'est très bien, notamment sur ce genre d'événement, de sensibiliser en tout cas. Donc c'est très bien, ouais, de mêler un petit peu conférence. Le lendemain, effectivement, épreuve phare, en tout cas, tant attendue. Ouais. Donc je pense que le format est intéressant. C'est une nouveauté du coup. Ouais, voilà, c'est une nouveauté qu'on essaie de développer. Ouais. Et puis tu parlais aussi tout à l'heure du challenge entreprise. Ça pour le coup, c'est durant la course des 10 km. Hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant et qui prend beaucoup de place. Il y a, je crois, à peu près 800 participants qui font partie du challenge entreprise. On a environ 35 équipes, dont le Crédit Mutuel avec 70 participants. Où là, il y a de l'enjeu, quoi. Et là, il y a de l'attente. Il y a la pression. Il y a de la pression. Il y a des équipes qui ont beaucoup moins de pression et qui sont beaucoup plus réduites. Mais c'est aussi ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des équipes de 4, des équipes de 70. Et c'est génial. C'est génial. Voilà, on a des super retours là-dessus. Les gens qui se mettent à courir pour ce challenge. J'ai rencontré l'équipe du domaine de Marlioz. Les collaborateurs s'entraînent ensemble entre midi et 2. Ils ont arrêté de fumer. Ils vont voir des kinés. C'est génial. Donc voilà, il y a vraiment un engouement pour les collaborateurs et c'est ce qu'on veut essayer de promouvoir via ce challenge. Et j'espère qu'en tout cas ça passe. Le message est passé dans les entreprises, quoi. Ah, mais sans doute, je pense, c'est certain, ça amène une certaine émulation positive, au-delà effectivement du sport, hein, bien évidemment, ça peut que renforcer, je pense, les équipes, etc. au travail, et je trouve ça génial, quoi. Enfin, moi, je trouve ça, c'est top, quoi. C'est top. 35 entreprises cette année, principalement du bassin aixois chambérien. Ouais, c'est ce que j'avais demandé par rapport à 17 l'année dernière. Zone, donc, on a doublé, entre près de 800 coureurs. Challenge du nombre pour le challenge du Crédit Mutuel l'année prochaine, du coup, c'est General Electric qui a le plus engagé avec 127 personnes. L'année dernière aussi déjà, non? C'est déjà eux, ils sont d'une fidélité incroyable. Et ça aussi, dans la vie locale, ça s'inscrit. On sent maintenant, même en discutant avec des gens qu'on connaît tous, hein, nos amis ou des amis d'amis, c'est devenu quelque part une épreuve incontournable. Attendue, incontournable, du début de saison. Voilà. Absolument. Et il y a 2 points, moi, que je voudrais juste rajouter. Tout à l'heure, on a parlé un peu de l'internationalisation, le fait que la course soit au calendrier international cette année. On a 42 nationalités inscrites. Okay. Plus de 200 athlètes qui viennent de pays différents, dont une vingtaine de Suisses. Des Suisses et des Tchèques qui viennent, par exemple, pour faire les qualifications pour la Coupe d'Europe, qui a lieu dans 1 mois et demi. Donc là aussi, on étoffe un petit peu la visibilité d'abord de la course et puis d'Aix-les-Bains. Et puis un autre point qu'on pourrait mettre dans le complément de tout ce qu'on a partagé sur le bénévolat, c'est le côté cœur. On a depuis longtemps, on accompagne les Lucioles, qui est une association bien connue sur Aix-les-Bains-Chambéry, et on reverse 1 euro par dossard à l'association des Lucioles. Donc cette année, ça sera un peu plus de 7 000 euros. Et ça, c'est important parce que Gilles Machuel, qui est un président extraordinaire, ils font des choses magnifiques pour les enfants. Dans tous les services pédiatriques, et on est très fiers d'être associés à cette cause d'une certaine manière, parce que c'est une manière aussi pour tout le monde de participer à quelque chose. On a la chance de pouvoir courir. Les enfants, dans certains cas, n'ont pas cette chance, et le fait de contribuer, c'est un complément à l'ensemble, à tout l'écosystème qu'on a partagé depuis qu'on discute de la course. Ah, c'est chouette, effectivement. Je pense que c'est, pour terminer cette partie sur les 10 km, forcément, on ressent ces valeurs, des valeurs qu'on a beaucoup échangées avec Aurélie, avec vous également. Ça revient à ce qui draine et ce que les athlètes drainent, en tout cas, nos athlètes locaux, je dirais, mais pas que, enfin, je dirais, voilà, d'une manière générale, en tout cas. Et ça fait très plaisir
d'avoir effectivement ce genre de discours et de propos, et je pense qu'effectivement votre événement en est le reflet total, quoi. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. On ressent quelque chose de familial avant tout, structuré aussi, posé comme tu le disais Mathéo, et ça c'est chouette, quoi. C'est chouette. Donc forcément on attend un certain nombre de publics aux alentours, en tout cas d'Aix-les-Bains samedi et dimanche, mais aussi de coureurs. Donc ça promet. Un dernier mot pour le Crédit Mutuel, peut-être, non, pour cet événement, avec des belles ambitions, du coup. À venir. Alors déjà pour cette édition, mais en tout cas à venir, c'est prometteur. Ouais, mais ils ont la pression, hein, faut pas déconner. Mais non, moi j'ai juste quoi dire que voilà, on se rejoint complètement avec ces moments-là, parce que c'est à la fois exigeant, comme pour les athlètes de haut niveau qui ont une discipline de faire pour atteindre leur performance, et à la fois il y a un esprit de réunion et familial Ouais, tout à fait. et de promotion du mouvement et d'être ensemble, et ça c'est parfait. Eh bien, en tout cas, merci messieurs, merci également pour ce que vous faites. Merci Je tiens également à remercier une nouvelle fois l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des personnes qui sont avec vous. Elles sont pas toutes là ce soir, forcément, il y en aurait une pleine salle, mais effectivement, on pense à toutes ces personnes qui sont avec vous depuis des mois, des années pour certains, pour que l'événement ait lieu, pour que l'événement effectivement soit réussi. Effectivement, donc ça promet. On croise les doigts pour qu'il y ait du beau temps. Il n'y a pas de raison, il est annoncé. Ça va le faire. Et puis, en tout cas, à très bientôt, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Nous allons terminer l'émission comme d'habitude avec les chroniques de Driss. Driss, c'est à toi avec une page foot pour commencer. Qu'en est-il du côté de l'Olympique lyonnais ? Exactement, on va commencer du côté de Lyon. La situation du côté du Rhône s'empire alors que le sprint final est lancé. L'OL avait enchaîné 13 victoires de rang, toutes compétitions confondues, qui s'étaient interrompues à Strasbourg le 22 février. Et nous avons assisté à un mois de mars dramatique pour l'OL. On se demandait quel tableau favoriser. On parlait de l'Europa League parce que l'OL avait fini premier de la phase de Ligue. On a eu la Coupe de France également, ou la Ligue 1. Et pour prendre un trophée ou se qualifier à l'Europe pour la saison prochaine. Au final, ce mois de mars a causé beaucoup de dégâts. Élimination en Europa League face au Celta Vigo, 3-1 sur les 2 matchs en cumulé. Malgré un match aller à l'extérieur où tu arrives à ramener un nul. Malheureusement, retour Niakate qui craque dès le début du match, laissant ses camarades à 10 pour toute la rencontre, parce que le carton rouge arrive vers la 20e minute. L'OL a perdu 2-0 au Groupama Stadium. L'élimination Coupe de France au pénalty face à Lens, j'en avais parlé il y a 2 semaines. Et en championnat, c'est 2 nuls et 3 défaites contre des concurrents directs à l'Europe sur les 8 derniers matchs. Donc ça reste vraiment très préoccupant pour l'OL. 8 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. L'OL revoit revenir Lille à égalité de points à la 4e place. Monaco 1 point derrière et l'OM est 3e à 2 points de plus. Donc ça va être compliqué cette fin de saison. On espère que l'OL arrivera à retrouver ses ressources et tous les points positifs qui ont nourri cette saison, qui a été au départ assez pris de court, parce qu'on pensait que l'OL allait vraiment être en danger. Au final, ils ont bien répondu. Ouais, tout à fait. Et au final, cette saison est plutôt positive. Maintenant, il s'agirait de bien finir cette saison. Prochain déplacement à Angers, pas simple parce que Angers joue encore le maintien, même s'ils sont pratiquement sauvés. Donc à suivre. Affaire à suivre. Qu'en est-il du côté du FC Annecy ? Ça va pas mieux du côté de nos Annéciens qui avaient eux aussi bien réussi leur mois de février sans concéder de défaite. Malheureusement, une série de 7 matchs sans défaite serait prolongée. Mais depuis le 27 février et la victoire sur l'île de Beauté face à Bastia, rien ne va plus. 3 matchs, 3 défaites, 9 buts encaissés contre les 3 premiers du championnat. Donc ça s'explique. On peut ressentir quand même que Annecy a encore un step à passer avant de concurrencer les gros de Ligue 2. Il y a eu cette défaite contre Le Mans 3-0, une défaite au Parc des Sports face à 3 qui est leader, et enfin la plus lourde défaite, c'est bien sûr à Geoffroy-Guichard 4-0. Il reste 6 matchs cette saison. Prochaine réception, c'est Guingamp, vendredi prochain. Annecy est 9e à 7 points de la première place pour le barrage d'accession en Ligue 1. Je pense pas que ce soit une priorité cette saison. Quand même, le maintien restait en début de saison quelque chose de primordial. Pendant la saison, on a essayé de rêver un peu plus haut. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on espère qu'Annecy arrivera à trouver une stabilité, à trouver aussi ce rythme, à se grandir à l'intérieur. On sait que des propriétaires anglais de Aston Villa à Birmingham pourraient intervenir dans ce projet-là. Ce serait très intéressant. C'est génial. On sait qu'en France, c'est beaucoup le cas, notamment avec Troyes et Strasbourg, avec des propriétaires américains qui font la passerelle un peu avec les clubs anglais et les clubs français. Ça pourrait venir aider. Donc, à suivre aussi également pour Annecy.
une page rugby avec les Chambériens du SOC Rugby. Alors on va parler du SOC Rugby, qui ce dernier match face à Niort a été déclaré victorieux dû à la situation un peu dramatique du côté de Niort. C'est vrai que sur ces dernières années, le sport à Niort c'est un peu compliqué. Il y a eu les Chamois en Ligue 2 qui ont été avec de gros problèmes financiers, un redressement judiciaire et ont dû se retirer du championnat. Donc ça fait bien sûr une victoire pour le SOC. On va pas cracher dessus. Hein. C'est très bien. C'est forcément très bien, effectivement. 3 matchs restants pour aller chercher la meilleure place pour le tournoi d'accession également. Prochain match à Rennes, samedi prochain. Le SOC est 4e à 9 points du leader Albi. Et c'est le dernier match de la phase... de mémoire, de la phase... il reste 3 matchs. 3 matchs ? Ouais, 3 matchs. Ouais. 3 matchs, avant ok, 3 le matchs. Tournoi, en espérant qu'ils réussissent mieux que l'année dernière, là où ils avaient fini leader de la saison régulière. Oui, tout à fait. Exact. Un point de balle avec la team Chambé. Réaction des hommes d'Assir Antonio Marcos qu'on avait reçu en début de saison. Oui. Un très beau passage. Exact. Avec qui on avait pu échanger. Après 2 défaites consécutives contre des gros, victoire à Dijon, 30-34, réception de Célestat le dimanche 29. Chambéry est descendu 7e à 6 points des places européennes. Donc là aussi, ça va être compliqué d'aller chercher l'Europe. Mais par rapport à la saison dernière, on a quand même retrouvé de la stabilité et on a enfin joué la première partie de tableau. Ça reste quand même une bonne note. Un groupe qu'on retrouve collectivement, qui est quand même allé en quart de finale de Coupe de France. Maintenant, il y a toujours des axes de progression et puis pourquoi pas dans les futures années chercher des plus gros. On pense à Nantes, on pense à Montpellier, on pense au Paris Saint-Germain également. Chambéry reste un gros de Star League. Oui, ça reste effectivement un gros club, en tout cas qui a fait beaucoup dans le passé et qu'on espère revoir effectivement dans le haut du tableau. Et enfin du basket avec le Aix-Maurienne, c'est au basket. Là aussi, on va finir sur une moins bonne note, une victoire sur les 4 derniers matchs. Assez compliqué pour Aix qui avait très bien commencé son année 2026 avec une énorme série de victoires, mais une défaite encourageante malgré tout face à Adablois de seulement 7 points qui est 2e de ce championnat de Pro B. Prochain match, réception de Assa près de Strasbourg à Gries, à la frontière franco-allemande. Aix n'est officiellement plus dans le top 10, qui est synonyme de qualification pour le play-in. Ils sont 13e avec 13 victoires et 15 défaites. Ça va être très compliqué d'accrocher une 10e place parce que une fois que tu es 10e, il faut aussi se qualifier ensuite pour les playoffs. Ouais. Ils sont condamnés à une grosse fin de saison pour essayer de performer en tout cas dans ce championnat. Génial, merci Driss effectivement pour des résultats mitigés, mais en tout cas quand bien même avec des clubs qui restent combatifs. Et puis forcément merci pour ton expertise concernant les divers résultats. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 9-2-1 Partez. Driss, un grand merci à toi. Un grand merci également à nos nombreux invités ce soir et pas des moindres. Une émission qui aurait pu, comme je le disais, durer bien plus effectivement que cette petite heure, mais en tout cas on a pris grand plaisir. En attendant, on reste bien évidemment en contact via les réseaux sociaux de Radio Grand Lac. Nous vous souhaitons une très belle soirée à toutes et à tous et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac 92.1 FM. Radio Grand Lac, la radio qui vous ressemble.